Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Après l'annonce de la suspension du Parlement britannique pour plus d'1 mois jusqu'au 14 octobre, les députés europhiles fourbissent leurs armes pour empêcher une sortie de l'Union européenne sans accord. Dans le même temps, des manifestations se multiplient en Grande-Bretagne pour dénoncer un assassinat de la démocratie au Royaume-Uni. La suspension du Parlement est inacceptable. C'est en quelque sorte écraser et s'accaparer de notre démocratie afin de forcer la sortie sans aucun accord de l'Union européenne. De quoi a-t-il si peur au point d'avoir besoin de suspendre le Parlement pour l'empêcher de débattre de ces questions ? La nouvelle a suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson dit vouloir mettre ce temps à profit pour élaborer une nouvelle politique ambitieuse pour le pays, mais l'opposition y voit une manœuvre pour empêcher les députés de bloquer un Brexit sans transition. Une grande déception pour la chef des conservateurs écossais qui a démissionné. Ayant essayé d'être un bon leader durant des années, j'ai été une véritable fille, une sœur, une partenaire et une amie. Le parti et mon travail ont toujours été une priorité, souvent au détriment de mes engagements envers ma famille. La naissance de mon fils signifie que je dois à présent faire un choix différent. Des actions en justice ont été lancées à Belfast contre un éventuel Brexit sans accord, au motif que cela irait à l'encontre des accords de paix du Vendredi Saint signés en 1998. Mais Boris Johnson et ses soutiens peuvent utiliser différents mécanismes, dont l'introduction d'un nouveau budget pour grignoter du temps et même manœuvrer au niveau de la Chambre des Lords pour ralentir l'examen de textes hostiles au No Deal. L'eau du fleuve Euphrate coule dans ce lit des rivières urbaines dans cette ville jadis occupée. Nous sommes à Raqqa, autrefois capitale de ce que les militants du groupe État islamique appelaient leur califat, une vaste étendue de terre partagée entre la Syrie et l'Irak. La ville se remet lentement d'une guerre brutale qui a permis d'expulser les extrémistes qui l'ont gouvernée pendant des années. Une reprise du quotidien jonchée par des attaques sporadiques de plus en plus récurrentes, perpétrées par des cellules dormantes de Daesh. En tant qu'armée, elle est vaincue, mais il y a encore des cellules dormantes qui sont dangereuses pour les gens. Les souvenirs de l'application stricte de la charia sont encore vifs. Quand ils sont arrivés, ils ont dit « nous sommes des musulmans et nous les avons crus ». Mais ils ont arrêté une personne pour avoir volé et comme punition, ils lui ont coupé la main sur la place Naïm. La place Naïm ou place du paradis a été surnommée Hell Square, entendez place de l'enfer sous le régime des djihadistes parce que les têtes coupées des présumés espions ou criminels y étaient clouées sur une clôture et y restaient pendant des jours. Ce stade de football était autrefois une prison réputée et ce musée de jardin est encore jonché de mines. Le jardin est maintenant fermé, le stade est en cours de nettoyage et la clôture de la place Naïm a été refaite. Mais ces changements n'ont pas effacé les souvenirs des habitants de Raqqa, ni apaisé leur crainte que les islamistes tenteront de revenir. Je suis un toxicomane depuis 15 ans. Je consomme beaucoup de substances addictives comme le khat, la cigarette et le marijuana. Jonas Getumola a commencé à mâcher du khat quand il était étudiant en architecture. Il trouvait dans cette plante euphorisante l'énergie pour rester éveillé et étudier jusqu'à tard dans la nuit. Mais quand il refermait ses bouquins, son cœur battait la chamade. Il se rabattait alors sur l'alcool ou le cannabis pour trouver le sommeil. Ils peuvent étudier toute la nuit. La plupart d'entre eux le mâchent pour pouvoir augmenter leur productivité et améliorer leur performance. Certains ne parviennent pas à briser l'intoxication, d'autres consomment de l'alcool pour se détendre. Welde Agos dirige un centre de désintoxication aux drogues à Makele, dans le nord de l'Éthiopie. Une institution publique qui fait figure de précurseur dans le pays. Selon lui, plus de 80% des quelques 500 patients dont il s'est occupé depuis l'ouverture du centre en 2015 ont commencé une addiction à l'alcool ou à une drogue en consommant du khat. Considéré comme un stupéfiant dans de nombreux pays, le khat est autorisé et très couramment consommé en Éthiopie et plus généralement dans une grande partie de l'Afrique de l'Est où il est davantage perçu comme une activité culturelle. D'ailleurs,
Pour les vendeurs de cat, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce n'est pas vrai, les gens qui disent cela étaient déjà accros à l'alcool et à d'autres drogues avant de consommer du cat. Même si une relation directe entre le cat et la dépendance à d'autres substances n'est pas prouvée, la consommation de cette plante euphorisante a d'autres effets néfastes. Perte d'appétit, dentition endommagée, manque de sommeil, sans compter le coût sur le portefeuille. À Addis Abeba, un consommateur de cat dépense en moyenne $4 par jour, dans un pays où le revenu moyen annuel est, selon la Banque mondiale, de $783. Et voilà, et maintenant nous passons au résumé de toute l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Mamoutou Touré est le tout nouveau président de la Fédération malienne de football. Sur les 62 voix, celui communément appelé Bavieux a récolté 32 contre 30 pour Salaha Babi. Élu pour 4 ans, Mamoutou Touré place son mandat sous le signe de la réconciliation des acteurs du football malien qui a souffert d'une crise qui a duré 5 ans. Rarement de ma carrière de dirigeant, je n'ai jamais vu une élection qui a amené les hommes à s'entendre sur l'essentiel. C'est des sentiments de fierté. Nous sommes tous des Maliens. Nous savons que la crise a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette ensemble pour donner une très bonne image du football malien. Nous voulons qu'au cours de ce mandat, qu'on amène les hommes à se comprendre sur l'essentiel. Le football est la chose qui est extraordinaire, qui unit les gens à un tel niveau de complicité qu'il faut très rapidement aller à une réconciliation, créer un cadre de concertation où on va tous se retrouver, parler le langage du football. Lui aussi est malien et a été élu aujourd'hui à Beijing en Chine, donc président de la FIBA Monde, en marge du mondial de basketball qui commence demain en Chine. Haman Niang, précédemment président de la FIBA Afrique, seul candidat en liste, remplace l'Argentin Horacio Murator, l'ancien président de la Fédération malienne de basketball et ex-ministre des Sports du Mali, dirigera l'institution pour les 4 prochaines années. En Europe, le défenseur néerlandais Virgil van Dijk, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, a été nommé joueur UEFA de la saison écoulée, dévançant les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, grand artisan de l'épopée européenne des Reds l'année passée. Van Dijk, 28 ans, succède au croate du Real Madrid, Luka Modric. Il devient du coup le premier défenseur élu meilleur joueur UEFA de la saison. Et puis cette distinction s'est faite donc en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce soir à Monaco. Barcelone est tombé dans un groupe spectaculaire avec le Borussia Dortmund et l'Inter Milan. Les deux chocs de cette première phase auront lieu à Santiago Bernabéu et au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, détenteur du record de victoires et auteur d'un triplé historique. La Juventus Turin, elle, sera opposée à l'Atlético Madrid, alors que pour Liverpool, tenant du titre, fera face aux Italiens de Naples. La compétition débute les 17 et 18 septembre prochains. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. La poubelle pour l'un est souvent un trésor pour l'autre. C'est une leçon de Nelson Molina. Cet ancien éboueur a découvert ces 34 dernières années plus que des pierres précieuses en fouillant les dépotoirs de New York. Ça, c'était la technologie de pointe lorsque nous étions jeunes. C'est un 8 pistes qui date des années 70-80. Lorsque je l'ai trouvé, l'appareil marchait encore. Je l'avais donc mis dans le garage et je jouais la musique de Frank Sinatra à fond la caisse pendant que je travaillais ou nettoyais. Lorsque Molina a décidé d'exposer sa collection de quelques 44 000 objets dans un garage géant de services d'assainissement de New York, une partie de la collection a même fini dans un musée tenu par Open House New York. L'idée derrière cette exposition est de mettre en valeur les histoires de New York, la magie particulière de cette ville, ses quartiers, ses habitants et ses communautés. L'une des pièces les plus anciennes date de 1901. C'est un passeport d'immigrés allemands. Et cela en dit long sur les gens qui ont vécu ici. Dans la collection, on retrouve aussi des portraits dont certains sont vieux de 100 ans. Toutes ces photos que j'ai trouvées à des époques différentes, vous avez des photos de 1901, 1935, 1939, vous avez un journal de 1922, un autre de 1920. Je ne pouvais pas lire ce qui est écrit.
Parmi toutes ces pièces rarissimes, une œuvre complète de Molière publiée à Paris en 1810 à un projecteur contenant encore des diapositives de Batman. Les jouets ont toujours eu une place spéciale pour le collectionneur. Il a une approche pour le moins d'ordures possible et je pense que tout New-Yorkais, n'importe quel humain, devra en tirer leçon, reconsidérer ses habitudes en matière de déchets et réfléchir comment réduire tout ça. La collection de Molina appartient à la ville de New York, mais elle enseigne une leçon universelle. Un trésor peut être caché dans ce que d'autres ont jeté à la poubelle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Merci.